Il y a effectivement des choses qui ne sont pas correctes sur cette liste électorale. Mais cela ne garantit aucune victoire au RADP. Absolument aucune victoire. Je vous le dis, depuis 2010, il y a 4,5 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale qui ne votent plus. Certains pensent que Assalé Timoko n'est qu'un produit des réseaux sociaux. Assalé Timoko a gagné 4 élections locales à Tiasalé, devant tous les grands partis de Côte d'Ivoire. Nous recevons pour vous le candidat Assalé Timoko. Bonsoir, monsieur le candidat. Vous avez fait donc acte de candidature à la CEU, c'était donc hier. Revenons sur vos parrainages, 44 000 selon les chiffres donnés. Vous attendiez 37 000, 44 000 finalement. Le peuple de Côte d'Ivoire vous pousse-t-il vers le palais? Merci de me recevoir sur votre plateau. Tout avec grand plaisir. Nous avons été sur le terrain pour collecter les parrainages. Pour nous, c'était une première expérience, puisqu'en 2020, nous n'étions pas candidats. Donc, c'était un peu aller à l'aventure pour les parrainages. Et donc, moi, j'ai été sur le terrain. J'ai parcouru 7 régions. J'ai fait 82 meetings dans 82 villages, 17 départements, 22 sous-préfectures. Et donc, nous avons été vraiment sur le terrain pour collecter les parrainages. Et donc, les Ivoiriens nous ont très bien accueillis. Résultat, nous avons pu avoir 44 000 parrainages, là où les 1% dans les régions qu'on avait choisies nous donnaient 37 000. Donc nous avons nos parrainages complets et nous avons une bonne réserve au cas où le Conseil constitutionnel dirait qu'il y aurait des doublons. Vous vous sentez proche du palais en ce moment? Il y a encore de la marge, parce qu'aucune élection n'est gagnée d'avance. Ce sont les Ivoiriens qui décident, ils sont souverains et donc ils apprécieront au moment venu. Aujourd'hui, sur quoi se fonde le programme de M. Assalé? C'est quoi les piliers du programme de M. Assalé? Alors écoutez, avant de répondre à cette question, je voulais faire une précision parce que je suivais la première partie du débat à la télévision et il y a Kasserman qui parlait de préférence nationale. Oui. ADCI, nous ne sommes pas pour la préférence nationale. Vous êtes pour quoi? Nous sommes pour la priorité nationale. Différence. Il y a vraiment une nuance. Quelle est la différence? La préférence nationale est un peu exclusionniste. La priorité nationale est intégrationniste. Nous sommes avec tout le monde, mais nous donnons la priorité aux nationaux. Par exemple... Est-ce qu'on n'aboutit pas toujours à la préférence? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Par exemple, si demain les Ivoiriens nous font l'honneur de nous accorder leur suffrage pour diriger la Côte d'Ivoire, l'une des premières choses que je ferai, c'est de signer un décret automatiquement pour annuler le décret de 2018 qui réduit l'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire. C'est une décision qui a eu un impact économique extrêmement négatif sur la vie des Ivoiriens dans le secteur de l'importation de véhicules. Et donc, vous voyez, quand on parle de priorité nationale, c'est ça. Parce que cette décision a réduit l'accès des Ivoiriens dans ce secteur et dans le même temps a multiplié par 3 le chiffre d'affaires des multinationales. Vous voyez, c'est un peu ça la nuance. Nous ne chassons pas les autres, nous disons, on travaille ensemble, nous vivons ensemble, mais pour des questions d'intérêt, c'est les Ivoiriens d'abord. Très bien. Maintenant, sur la question que vous avez posée, ADCI a construit un projet qui a pour nom construire une société de confiance. Ce projet a 16 piliers. Ça part de la sécurité jusqu'à la jeunesse, aux femmes, à l'économie, à la corruption, à l'énergie, à l'agriculture. Il y a beaucoup d'éléments là. Mais les marqueurs que nous voulons utiliser sont très simples. Quel est le modèle de société que nous allons laisser en héritage à nos enfants? Notre pays, depuis une trentaine d'années, a toujours traversé des moments extrêmement compliqués à des périodes précises. Chaque 5 ans ou tous les 10 ans, la Côte d'Ivoire traverse des périodes difficiles. Parce que les institutions n'ont pas été bâties. La politique a été faite de façon qu'elle soit un cercle de règlement des comptes, de division et de soumission de la loi aux intérêts de clans qui est au pouvoir. De sorte que les Ivoiriens aujourd'hui sont dans une dynamique telle qu'ils ne comprennent pas quels sont les enjeux dans lesquels ils évoluent. Donc nous, à ADCI, nous venons avec la notion de société de confiance qui intègre des principes de justice, des principes de méritocratie, des principes d'éducation. Parce que nous pensons qu'en matière d'éducation, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, on fait beaucoup d'efforts en termes de construction d'infrastructures, mais nous confondons un peu la scolarisation et l'éducation. Et donc, ces éléments-là, pour nous, sont des choses extrêmement importantes que nous allons pouvoir promouvoir pendant les campagnes qui vont venir. Donc, notre projet de société comprend 16 piliers. Et quand j'entends les gens dire, mais vous ne parlez pas de votre programme de gouvernement, de société, mais ADCI est le mouvement qui, depuis novembre 2024, a publié son projet de société sur son site internet. Depuis novembre 2024. Tous les éléments que les Ivoiriens doivent savoir sont sur notre site internet depuis novembre 2024. Donc, ça comporte 16 piliers que nous allons décliner en programme de gouvernement parce qu'il ne faut pas confondre le programme de société et le programme de gouvernement. Ce sont deux choses différentes. Les Ivoiriens, ils sont certainement nombreux, souhaitent et réclament qu'il n'y ait plus de monopole sur des secteurs clés, comme par exemple le secteur de l'énergie, avec la distribution, enfin la gestion qui est menée par la CIE par exemple. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous, en tant que président de la République, vos premiers actes vont concerner ces genres de monopoles qui existent dans notre paysage, pendant que beaucoup d'Ivoiriens souhaitent qu'il y ait une concurrence à ce niveau? Vous savez, en matière d'énergie, il faut éviter de faire de l'idéologie. C'est un secteur extrêmement sensible, extrêmement stratégique, avec lequel on ne joue pas. La production de l'énergie en Côte d'Ivoire est libéralisée. Ce qui n'est pas libéralisé, c'est la distribution. Ce sont deux nuances. C'est de la distribution que je parlais, justement. Voilà. J'ai évoqué assez... Mais la distribution, ce n'est pas un jeu. C'est tout un système d'investissement qui coûte extrêmement cher et c'est un secteur qui n'attire personne. Le secteur de l'énergie, moi j'ai travaillé sur ce secteur depuis des années, c'est un secteur qui n'attire personne. Parce que les moyens à déployer sont extrêmement
lourd et personne ne veut investir parce que ce n'est pas rentable. Et donc, il ne faut pas penser que quand on parle de monopole, c'est dans tous les secteurs qu'il faut réduire les monopoles. Parfois, on est obligé de faire avec le monopole parce qu'il y a un contexte économique qui est là, il y a un contexte de sécurité à garantir pour ne pas tomber dans le blackout. En matière d'énergie, si vous jouez avec ça, un matin, votre pays est dans le noir. Donc, vous ne comptez pas changer la donne. Sur la distribution, ce qui est important, c'est de produire. Si vous produisez à très bas coût, vous le vendez à très bas coût. Donc, c'est à ce niveau-là que la question doit être... Très bien, relance, Herman. Monsieur Assalé Tsemoko, moi, je vais vous faire revenir sur un fait. Au niveau de la distribution, quand vous parlez, c'est comme si la CIE déployait les infrastructures. C'est Côte d'Ivoire Énergie et autres qui fait les infrastructures. Je vais vous répondre. Côte d'Ivoire Énergie ne déploie pas d'infrastructures. C'est la CIE qui déploie les infrastructures. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui investit dans les infrastructures. La CIE ne fait pas d'investissement. Mais j'en dis la même chose. Donc la distribution est d'ailleurs même une démarche plus facile à faire. Pourquoi ne pas ouvrir cette distribution? Très bien, il va répondre à la question. Mais c'est ce que je vous dis. Je vais vous expliquer que la distribution appartient à l'État. Et tout État sérieux a le droit de conserver un monopole sur la distribution. La Côte d'Ivoire est l'un des modèles les plus efficaces en matière d'énergie en Afrique. C'est un secteur, je vous le dis, avec lequel on ne joue pas. Très bien. La production, je suis d'accord, qu'on libéralise pour que chacun vienne investir pour augmenter la capacité de production. Est-ce qu'on peut dire que M. Assalé Tsemoko aujourd'hui a un ancrage national ou bien il bénéficie d'un effet médiatique? Ah non, l'ancrage national ne peut être déterminé que par rapport aux élections. Ce n'est pas le parrainage qui détermine l'ancrage national. Puisque le parrainage se fait sur une moitié des régions de la Côte d'Ivoire. Et puis ça a une petite échelle de 1%. À ce niveau, on ne peut pas parler d'ancrage national. Ce qui va faire qu'on parlera d'ancrage national, c'est les résultats qu'on va avoir, le pourcentage de voix qu'on va avoir le 25 octobre, si notre candidature, évidemment, est validée par le Conseil constitutionnel. Et donc, nous avons un travail à faire sur le terrain. Et parce que certains pensent que Assalé Tsemoko n'est qu'un produit des réseaux sociaux. Assalé Tsemoko a gagné 4 élections locales à Tiasalé, devant tous les grands partis de Côte d'Ivoire. En 2023, mon élection a été annulée, on l'a repris, j'ai gagné encore. Ça veut dire que d'un point de vue de la légitimité, je l'ai déjà. Après, il y a un travail à faire sur le terrain. Il y a vraiment une démarcation à faire entre les réseaux sociaux et le terrain. C'est le terrain qui détermine le leadership d'un candidat. La dernière question, c'est qu'aujourd'hui, on a une frange de l'opposition ivoirienne qui se plaint de la CEI. Ils demandent une refonte, il y en a même qui parlent de dissoudre la CEI. Mais vous, malgré tout, vous n'êtes pas embarqué dans cela. Vous dites, je vais chercher mes parrainages, je vais à l'élection. Mais quand vous partez à l'élection le 25 octobre, comment est-ce que vous garantissez que tout ça sera véritablement transparent pour vous et pour les autres candidats? Moi, je pense qu'il faut être cohérent. Moi, je pense que nous, les acteurs politiques, qu'on peut qualifier d'opposants, nous n'avons pas le droit de démobiliser les Ivoiriens. C'est-à-dire? C'est-à-dire de tenir un discours qui empêche les gens d'aller voter. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Cette liste électorale, elle n'est pas parfaite. Et je suis l'un de ceux qui l'ont dit depuis longtemps. Parce que j'ai enquêté sur cette liste électorale. Il y a effectivement des choses qui ne sont pas correctes sur cette liste électorale. Mais cela ne garantit aucune victoire au RADP. Absolument aucune victoire. Je vous le dis, depuis 2010, il y a 4,5 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale qui ne votent plus. C'est un fait. Tout le monde le sait. Et donc, on ne peut pas plus faire croire que cette liste-là, elle est tellement corrompue qu'elle garantit d'avance une victoire au RADP. Je vais vous donner 2 éléments. En 2020, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, dans un contexte de crise grave. Et il a été proclamé, le président Ouattara, comme élu devant M. Kwame Kakabe, avec environ 3 millions de voix. En 2023, il y a eu les législatives et les municipales qui ont eu un véritable enjeu. C'est une élection nationale, puisque les régions, c'est dans tous les villages. Mais quand on a fini les élections régionales et municipales, le RADP a réuni combien de voix? 1 500 000 voix sur tout le territoire national. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui garantit que le RADP va gagner les élections en 2025. Il faut que les Ivoiriens se lèvent et aillent voter. S'ils veulent le changement, le 25, ils l'obtiendront. Ce qui fait la différence, c'est la participation. Si vous ne votez pas, vous êtes à la maison, vous avez dit que la liste est corrompue, mais vous ne votez pas. Alors que vous êtes majoritaire, vous ne votez pas. C'est ce qu'il faut tenir comme discours par rapport à 2025. Monsieur Assalé Tsemoko, peut-on aujourd'hui dire que vous incarnez véritablement une rupture avec les grands partis accusés de clientélisme au niveau national? Ben, effectivement, mon parcours social même est une rupture. Mon profil est une rupture. Je suis d'un élu indépendant. J'ai un parcours de dénonciateur. J'ai mené des combats importants qui ont des impacts sur la vie des Ivoiriens. Et je considère que notre problème le plus fondamental, c'est la question de la gouvernance. Mais le système politique que nous avons est lui-même porteur de corruption. Donc, quel que soit le président qui viendra au pouvoir, si c'est le même système qui l'envoie au pouvoir, il n'aura même pas les moyens de lutter contre la corruption. Ce qui veut dire qu'il faut aller à la rupture maintenant. Quel est le système justement que vous dénoncez? Le système que je dénonce, c'est un système qui tue le génie qui dort en chaque Ivoirien. C'est-à-dire? Par la corruption, par la fraude, par la manipulation de la loi, les Ivoiriens eux-mêmes ont perdu confiance dans leurs valeurs. Aujourd'hui, moi, je suis un élu. Quand des jeunes de ma commune viennent me voir à la mairie pour demander que, par rapport au concours qu'on passe en Côte d'Ivoire, ils ne demandent pas au maire que je suis de les aider à avoir les frais de dossier. Ils demandent au maire que je suis. Monsieur le maire, est-ce que vous ne connaissez pas le réseau? Est-ce que vous ne savez pas comment on fait pour rentrer à l'île? Attends, pendant les élections municipales et législatives, il y a des candidats du parti au pouvoir qui vont dans les villages et qui disent à nos
parents, si vous voulez que vos enfants travaillent, vous devez voter pour nous. Et ils font des listes. Et effectivement, quelques temps après, ces gens rentrent à l'école, à la fonction publique. Mais quand vous construisez une telle société, vous ne créez pas le génie qui dort chacun de nous. Parce que chacun est convaincu qu'il ne pourra pas réussir tant qu'il n'est pas dans le réseau. Cette société-là, nous voulons la remplacer par la société de confiance. Et donc, ce que Marius pose comme question, elle est extrêmement pertinente. Quel est le modèle de société que nous voulons bâtir et laisser en héritage à nos enfants? Est-ce que c'est une société dans laquelle chacun aura ce qu'il mérite, ou bien c'est une société dans laquelle ton nom, ton parti politique vont primer sur tes connaissances? C'est ça qu'il faut déconstruire. Et donc nous sommes candidats à cette élection parce que nous pensons qu'un cycle prend fin, qui a commencé depuis les années 90, qui a été un cycle qui a conduit les Ivoiriens au malheur. Vous savez, c'est Nietzsche qui disait qu'il vaut mieux être à la périphérie de ce qui s'élève qu'au cœur de ce qui s'effondre. Ce qui s'effondre, c'est une architecture politique dépassée qui s'effondre à partir de 2025. Ce qui va s'élever, c'est cette demande des Ivoiriens d'un changement de gouvernance qui fasse en sorte que chaque Ivoirien ait les mêmes droits devant la justice. Donc avec vous, une nouvelle Côte d'Ivoire. Marius relance et on termine. C'est-à-dire que véritablement, votre discours sur la souveraineté économique que vous prenez au niveau national n'est pas du tout une stratégie, j'allais dire, irréaliste, mais plutôt, on pourrait peut-être aussi le qualifier d'un rêve populiste. Mais non, vous savez, bon, dès lors que nous sommes dans une globalisation. C'est une expression que beaucoup utilisent aujourd'hui. Mais vous savez, le contraire du populisme, c'est la populophobie. Absolument. Soit vous aimez les Ivoiriens, soit vous les détestez. Ce sont deux barques différentes. Et donc, le procès en populisme est un procès qui n'a pas son sens. Quand on s'engage pour les Ivoiriens dans la crise de la data, est-ce que ça produit des résultats pour les Ivoiriens? Bien sûr. Aujourd'hui, on peut acheter la data à moindre coût. C'est parce que des Ivoiriens, dont moi, se sont levés pour affronter ces gens-là. Si aujourd'hui, on ne paie plus les cotisations COIES en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'un élu s'est levé contre ça. Et donc, le combat social a un impact. C'est vrai que, vous savez, moi, je suis un peu dans l'esprit un libéral, mais avec une forte dose de social. D'accord? Nous avons les moyens, dans ce pays-là, d'offrir un peu de dignité à chaque Ivoirien. Il suffit de relever un peu le niveau de la gouvernance et de faire en sorte que ce que chacun mérite lui revienne de droit. Parce que le système dans lequel nous vivons est un système qui décourage l'entreprise, est un système qui décourage ceux qui veulent agir pour le pays. Est-ce que nous voulons abattre? Très bien. Herman, Bon, je reviens. Tout à l'heure, vous avez cité Nietzsche en parlant de la préférence de rester dans la périphérie que de la machine. Est-ce que c'est cela qui justifie un peu votre isolement ou bien votre éloignement de toute cette opposition que vous estimez peut-être ne pas vouloir faire ménage avec cette opposition? Est-ce que vous, au-delà de cela, vous entendez plus ou moins les préalables ou bien les cris de cette opposition? Oui, mais ADCI a produit un communiqué très clair. Lorsque des potentiels candidats ont été retirés de la liste électorale, on a produit un communiqué très clair. Dans mon discours de mai à Yopougon, j'ai dénoncé ces exclusions. À Yamoussoukro, le 14 juin, j'ai encore dénoncé les exclusions. Je ne suis pas isolé de l'opposition, je suis un citoyen qui a son parcours qui lui appartient et qui fonctionne de sa propre dynamique. Le meeting de Kapsi à Yopougon, ADCI a participé, on y était. La dernière marche de l'opposition à Yopougon, ADCI a participé, on y était, moi je n'étais pas là, mais mon mouvement a participé à ce truc. Ça veut dire qu'il y a des combats, il y a des questions sur lesquelles nous partageons le même avis que l'opposition. Mais c'est pas sur toutes les questions que nous partageons le même avis. Et nous voulons rester dans notre... Quelles sont les questions de divergence? Voilà, des divergences, par exemple, c'est la question. Les points de divergence? Les points de divergence que nous avons, c'est de faire croire que l'élection est gagnée d'avance. C'est de faire croire, par le parti au pouvoir, c'est de faire croire que la liste électorale est tellement corrompue qu'elle garantit une victoire automatique au RADP. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que ça, c'est de nature à démobiliser les Ivoiriens et ils n'iront pas voter. Sur la CEI. Sur la CEI. Bon, sur la CEI, vous savez, moi j'ai fait une proposition de loi sur la CEI. Elle est encore sur la table du Parlement. Laquelle? À savoir que nous devons réformer en profondeur notre CEI. Notre CEI est victime de sa configuration. C'est les partis politiques qui ont voulu cette CEI-là. Moi, j'étais au Parlement quand on a fait la modification de la loi sur la CEI pour intégrer le PPACI dans le bureau central. Mais si vous voyez les minutes de la vidéo de mon intervention, mais j'ai dénoncé les partis politiques. Parce qu'en réalité, ce que chacun veut, c'est de contrôler l'appareil. Nous pensons que cette CEI-là, il faut la réformer. Il faut la réformer en profondeur. Très bien. Mais le temps pour le faire n'est pas maintenant. Comment jugez-vous les propos tenus? Non, vous n'avez pas la parole. Oui, c'est vrai. Élisée d'abord, il demandait la parole. D'accord. Vous avez raison, Christelle. Monsieur Assalé, honorable, à vous écouter, on sent que vous portez des valeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ces valeurs que vous portez? Et la deuxième question, on vous a vu en tandem avec M. Toby. Là, on vous a vu déposer votre candidature. Ce soir, on a vu M. Toby déposer sa candidature. Tout à fait. Doit-on comprendre que c'est juste une alliance de partis qui sont mis ensemble, pardon, d'acteurs politiques qui sont mis ensemble?
ou bien c'est une fusion qui est prévue ou bien qui est en vue. Et on veut bien comprendre. Et là, on parle d'Ajuna. Alors, sur la première question, quelles sont les valeurs que nous portons? Mais les valeurs que nous portons, tout le monde les connaît. Nous sommes pour la probité de l'engagement politique. Nous sommes pour l'amour du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes pour que la bonne gouvernance soit le premier facteur pour occuper une fonction dans ce pays. Nous sommes pour que la Côte d'Ivoire s'occupe de ses enfants. Voilà, résumé, quelques valeurs que nous portons. Ensuite, sur Ajuna? Sur la coalition qu'on a créée, mais c'est une coalition qui est liée au profil que nous portons. Vincent Toubi et moi, nous portons pratiquement le même profil, portons un discours commun sur des questions qui intéressent les Ivoiriens. Notre alliance est stratégique. Ce n'est pas avant la décision du Conseil constitutionnel que nous dévoilons le contenu de l'alliance. Nous attendons le 10 septembre. Si le Conseil constitutionnel valide nos deux candidatures, à partir de ce moment-là, nous prendrons une position que vous verrez. Si nous ne souhaitons pas qu'un passe et l'autre ne passe pas, là également, nous prendrons une position. Non, on voit déjà qu'il y a une possibilité de fusion quelque part. Bon, ça, c'est une parenthèse. On écoute Daouda. Ils sont déjà fusionnables. Monsieur Saleh Timogo, moi, ma question sera vraiment simple. C'est qu'aujourd'hui, techniquement, quand vous regardez un mastodonte comme le RHDP, comment est-ce que vous comptez faire pour gagner face au RHDP aujourd'hui? Quelle est la stratégie que vous mettez en place? C'est vous qui appelez le RHDP mastodonte. Mastodonte par rapport à quoi? Ça fait 15 ans qu'ils sont là quand même. Oui, mais ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été, qu'ils sont indéboulonnables. Non, je peux pas. D'après eux, le bilan il est inattaquable. On va l'écouter. Donc dites-moi où déjà vous pouvez commencer à attaquer leur bilan. Parce qu'on vous êtes très 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 fort dans ce domaine. Oui, mais vous savez, ce qui fragilise une partie de l'opposition, c'est parce qu'elle a déjà gouverné. Et donc le RHDP leur oppose le passé. Quel est le passé que le RHDP m'opposait quand j'ai critiqué leur gouvernance? Mais déjà votre gestion de Tchad Saleh? Mais dans ma gestion de Tchad Saleh, je vous dis, demandez au ministère de l'Intérieur, Tchad Saleh était un modèle en matière de gouvernance locale. Modèle. Quand tous les bailleurs de fonds arrivent en Côte d'Ivoire par rapport aux collectivités, l'une des collectivités qui sont prises en exemple, c'est Tchad Saleh. Vous comprenez? Le RHDP a géré la commune de Tchad Saleh de 2013 à 2018. Ils nous ont laissé une dette de 800 millions pour un budget de 400 millions. Aujourd'hui, la dette est à 11 millions. Avec un budget de 1 milliard. Ça, c'est mon bilan, ça. En tant que maire de ma commune. C'est au niveau micro. Au niveau micro. Ce que j'ai fait au niveau micro, je peux l'appliquer au niveau macro. Vous savez, une mairie, une commune, c'est un État en miniature. Absolument. C'est la même gouvernance. On a un parlement qui est le conseil municipal. Vous avez un militant sur le plateau, il est tout en jaune. Donc, tout peut être déployé. On va écouter. Allez-y. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Le RHDP ne me ferait pas du tout. Parce que je considère que ceux qui jugent en réalité, c'est les Ivoiriens. Il faut leur tenir un discours qui les rassure. Il faut leur tenir un discours qui les motive à aller voter. Et donc, le RHDP n'est pas, par rapport aux législatives, par rapport aux municipales, par rapport aux régionales, ils ont la majorité. Mais ceux qui votent en Côte d'Ivoire et qui ont voté le RHDP ne sont pas majoritaires. Je crois en termes François Mitterrand. Mais voilà. Et donc, pour nous, si les Ivoiriens veulent le changement, il est dans leurs mains. Leur bulletin de vote est l'arme la plus redoutable qu'ils peuvent utiliser pour faire le changement. Mais ils ne vont pas voter. Et après, ils se plaignent de ce que les choses Non, mais on ne peut pas présumer qu'ils ne vont pas voter. Ah mais non, depuis 2010, ils ne votent pas. Oui, mais on les appelle. Il y a une élection qui arrive. Depuis 2010, ils ne votent pas. Oui. Depuis 2010, ils ne votent pas. Il faut être conscient. Donc, ils sont les gens à aller voter. Herman, laissez le candidat Donc, le RHDP pour nous n'est pas un mastodonte. C'est les Ivoiriens qui font que. On termine avec Marius. Lorsque la période de la campagne présidentielle s'ouvrira, eh bien, nous aurons des grands discours et de véritables débats. Et nous souhaiterions véritablement vous recevoir sur ce plateau. Vous savez ce que je vais vous dire? Dites-nous. Contrairement aux autres candidats, moi, je suis un journaliste d'investigation. D'accord. Donc, il y a des choses que je sais Bien sûr. sur la gouvernance de ce pays-là. Il y a des pratiques dont je suis au courant. Et ça, c'est le RHDP. Quand on parle de notre bilan inattaquable, vous savez, le bilan des infrastructures, le débat, on peut le faire. En période de paix, en période de stabilité, n'importe quel président peut avoir les mêmes ambitions de construire des infrastructures. Mais un héritage pour un président qui est en place, ce n'est pas l'infrastructure. Qu'est-ce que c'est? C'est l'héritage politique. C'est la réforme des institutions. C'est la société que nous bâtissons. C'est les valeurs que nous laissons à la nation. C'est ça qui est l'héritage politique. Donc aujourd'hui, vous estimez qu'on n'a pas une bonne institution? Daouda, est-ce que vous avez la parole? Je considère que nos institutions sont trop liées aux individus qui les dirigent. Très bien. De sorte que, quand le président dit, quand au RHDP on dit que le président reste en place parce qu'il faut de la stabilité, il faut de la paix, ça veut dire qu'on n'a pas d'institution. Parce que si le président sort, le pays ne vit plus. Voilà le discours qu'on envoie aux Ivoiriens. Ça, il faut déconstruire cette image-là et faire en sorte qu'on construise des institutions qui vont suivre aux hommes et non pas des institutions qui vont s'effondrer. Il nous reste donc 1 minute et vous l'avez 7 minutes. Si votre candidature est validée par le Conseil constitutionnel, sur ce plateau, nous aimerions donc vous inviter. Devant quel candidat vous aimeriez faire un face-à-face pour présenter votre bilan et puis questionner donc le bilan, ou du moins le projet du candidat? Mais nous souhaitons qu'il y ait le maximum de candidats pour que le choix des Ivoiriens soit le plus large possible.
et que le débat se passe. Depuis 1995, il n'y a jamais eu de débat de fond en Côte d'Ivoire au présidentiel sur les questions qui intéressent les Ivoiriens. En dehors de 2010, où il y a eu un face-à-face historique entre le président Gbagbo et le président Ouattara, depuis, on n'a pas eu de débat. Vous aimeriez faire un face-à-face avec le candidat du RHDP? Mais bien sûr, pourquoi pas? Herman, laissez le candidat s'exprimer. J'ai l'impression d'avoir un militant, c'est une groupie carrément. Non, monsieur Plateau, allez-y. Si il y a je serais très heureux d'être en face du candidat du RHDP, président au pouvoir depuis 15 ans, qui va défendre son bilan, et moi qui vais venir avec mon projet pour les Ivoiriens, qui pourra supplanter le projet du RHDP, parce que ce projet-là, je le conçois depuis 2007. Très bien, on espère en tout cas que les équipes de communication du candidat président sortant Alassane Ouattara nous permettra donc d'avoir ce face-à-face avec vous, puisque vous l'avez demandé. Je voudrais préciser que le Conseil constitutionnel a validé les candidatures, il n'y a plus de président et d'autres candidats. Bien sûr, on n'est pas encore là. Il y a le candidat. Et le candidat. Bien sûr, on n'est pas encore. Le parti au pouvoir et les autres candidats. Donc on espère en tout cas qu'une fois validé. Pour lui, on a tout le respect qu'il faut. Bien sûr. Mais une fois qu'on sera dans le point de la campagne, vous aimeriez donc faire un face-à-face avec le candidat Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Merci d'être venu parler de votre projet, de votre vision de la Côte d'Ivoire et des valeurs que vous souhaitez donc implémenter en Côte d'Ivoire après votre élection, si vous êtes élu président de la République. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le candidat à Saletier Moko de ADCI et vous avez une coalition que vous portez avec monsieur Vincent Toby Ajuna. Merci infiniment, merci beaucoup. Élisée Boloube, Herman Aboua, Marius Komoé, Daouda Koulibaly, merci de nous avoir suivis, surtout vous. Merci de votre fidélité à ce programme de Paris, de Madrid, de Washington, d'everywhere, de partout dans le monde. Merci de votre fidélité à ce programme. On se retrouve